Plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Dans ce sonnet des regrets, Joachim du Bellay dit son amour définitif pour l'Anjou, et son désamour aussi net pour la Rome qui l'accueille. Pourtant, quelques semaines plus tard et quelques vers plus loin, c'est le contraire qu'il affirme. De retour sur ces terres, le poète se dit las. Il ne trouve plus dans sa maison que l'ennui et les soucis mordants. Et c'est alors qu'il se dédie, en écrivant sentencieusement « Adieu, je suis encore romain ». Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, inspiré par l'inconstance de Du Bellay, c'est à vous aujourd'hui que le pourvoi voudrait faire chanter la palinodie, pour vous faire dire qu'une cassation ne compte pas, que votre doctrine, même consacrée sur renvoi, peut être contestée par un second pourvoi, qu'il est ainsi concevable devant votre cour qu'un même justiciable puisse avoir raison puis tort sur le même point, et qu'en somme, se déjuger n'est rien. Voilà ce qu'il vous est demandé d'affirmer. Et au prétexte de quelles circonstances? D'un revirement que votre cour a opéré sur le point de droit ici en litige, dans une autre affaire, postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi dont vous êtes saisi. Il vous faudrait alors virer de bord pour naviguer dans le sens de l'évolution normative, avec pour seul cap, dit-on, l'effectivité de l'accès au juge, l'égalité de traitement entre les justiciables et l'unité de la jurisprudence. À suivre le pourvoi, on devrait même trouver cela évident. Évident. Cela l'est pourtant si peu que depuis un demi-siècle, votre cour retient une solution inverse à celle que l'on vous demande de consacrer, y compris lorsque, comme ici, survient un revirement entre la décision de la Cour de renvoi et le second pourvoi. C'est ce que vous avez jugé dans votre arrêt fondateur de 1971, c'est ce que vous avez encore jugé en 2006 dans un arrêt Santea, en réaffirmant, malgré l'existence d'un revirement, que le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qu'il a saisissé est irrecevable. Ce dernier arrêt, vous l'avez rendu en assemblée plénière et vous n'avez depuis lors jamais jugé le contraire dans une formation aussi solennelle. Les 3 février et 4 mars derniers, d'ailleurs, les première et troisième chambres civiles de votre cour ont réaffirmé cette solution traditionnelle. L'examen du pourvoi conduit néanmoins à rouvrir le débat et à vous poser à nouveau la question suivante. Le moyen critiquant la décision par laquelle une juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qu'il avait saisi, est-il recevable lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt? Vous répondrez par la négative. De quelque côté que l'on cherche, on ne trouve aucune raison justifiant que soit infléchie votre position. La cohérence dont votre cour doit faire preuve commande son maintien. Et la sécurité due aux justiciables l'impose de même. La cohérence d'abord, la sécurité ensuite. La cohérence. Dans ses problèmes de base de philosophie du droit, Henri Battifolle écrit que le bien est cohérence. Et de fait, ce principe irrigue notre droit. Il éclabousse ces sujets, selon le mot du professeur Outsief. Les justiciables, bien sûr, qui, par cohérence, ne peuvent se contredire au détriment d'autrui, qui, par cohérence encore, ne peuvent formuler, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation contraire à leur conclusion d'appel. Mais au-delà des plaideurs, ce principe gouverne également l'action de votre cour. Car elle ne peut, comme le Dieu de saint Thomas d'Aquin, se contredire dans les termes de sa propre activité. Or, en déclarant irrecevable le moyen qui critique votre doctrine, même en présence d'un changement de norme, c'est cette cohérence que vous assurez.
cohérence dans le jugement de l'affaire qui vous est soumise, cohérence dans l'exercice du contrôle qu'il vous appartient de mener. Le jugement de l'affaire d'une part, l'exercice du contrôle d'autre part. Le jugement de l'affaire. On peut bien sûr concevoir avec Marguerite Yourcenar que c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Ce qu'on ne peut admettre en revanche, c'est qu'un justiciable ait tort d'avoir eu raison à temps. Or, celui qui a vu son pourvoi prospérer devant vous et qui a vu la cour de renvoi se conformer à votre doctrine, ce justiciable-là a eu raison à temps. C'est le sens de votre décision, c'est la portée de votre doctrine, d'avoir reconnu que dans cette affaire, la légalité était de son côté. Alors qu'allez-vous lui dire ? Qu'allez-vous lui dire si vous acceptez d'examiner le moyen adverse, qui repose tout entier sur l'espoir que vous vous déjugiez pour triompher ? Rien. Rien qui ne serve votre autorité, rien qui ne serve votre cohérence dans ce procès. On ne doit pas permettre, pour reprendre les mots de l'avocat général Lindon, que la même juridiction, dans la même affaire, puisse donner raison à l'un et ensuite lui donner tort. C'est la raison d'être de l'irrecevabilité que vous fulminez. Empêcher une telle inconséquence. Bien sûr, de ce côté-là de la barre, on vous reproche, par cette sanction, d'ignorer le revirement intervenu et de priver l'autre partie au procès du bénéfice de ce changement. Mais la nature du contrôle que vous exercez doit vous conduire, par cohérence là encore, à écarter ces objections. L'exercice du contrôle. L'article 604 du Code de procédure civile l'énonce clairement. Censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit. Voilà ce qui vous revient. Or, qu'auriez-vous à redire à l'examen de l'arrêt attaqué ? N'a-t-il pas été légalement rendu ? À la date de son prononcé, cela ne fait aucun doute. Il s'est conformé à votre doctrine sans la moindre rébellion, et le revirement invoqué n'est intervenu qu'après lui. On ne peut dès lors reprocher au juge du fond de n'avoir pas appliqué une solution jurisprudentielle qui était alors inexistante. Les prévisions, écrivait Pierre Dac, sont toujours difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Et l'avenir, la cour de renvoi ne pouvait l'anticiper. Du strict point de vue du contrôle de légalité que vous devez mener, l'arrêt attaqué n'encourt donc aucune censure. Certes, une décision peut encore être annulée si elle perd son fondement juridique après son prononcé. Mais un revirement de jurisprudence ne peut pas constituer la cause de cette perte, car cela conduirait à dire qu'un arrêt rendu dans une autre affaire constitue le support légal nécessaire de la décision visée par le pourvoi. Cela, l'article 5 du Code civil l'exclut. L'application obligatoire ou automatique à une autre instance d'une solution jurisprudentielle n'est pas compatible avec la prohibition des arrêts de règlement édictés par ce texte. Il est donc cohérent, dans ces conditions, que vous déclariez le moyen adverse irrecevable. Car ce qui vous est demandé à travers lui ne relève en réalité ni de votre office, ni de votre pouvoir. Soulignons enfin que cette sanction ne prive pas les parties de leur droit effectif d'accès au juge. Seul le moyen est irrecevable, pas le pourvoi. Si la décision de la juridiction de renvoi est critiquable à d'autres égards, rien ne fait obstacle à ce que vous en soyez saisi. Ainsi, l'exigence de cohérence doit vous guider non pas vers l'abandon, mais vers la réaffirmation de la solution contestée. Et la sécurité due au justiciable l'impose en tout état de cause. La sécurité. Chacun connaît les symboles de la justice. Le peintre Paul Baudry les a figurés au plafond de cette salle. Mais le justiciable aussi a ses attributs. Ce sont deux instruments qui le guident dans tout procès, la boussole et le sablier. Le premier pour lui indiquer le chemin juridique à suivre dans l'espoir de triompher. Le second
pour mesurer le temps du procès et veiller à ce qu'il ne soit pas trop long. La sécurité du plaideur en dépend. Or, la sanction que vous édictez participe de cette sécurité, car elle prévient le risque de voir l'aiguille hésiter et le sable tout entier s'écouler. La direction fixée, d'une part, le temps respecté, d'autre part. La direction fixée. Que cela soit à Strasbourg, rue Montpensier ou au Palais Royal, la sécurité juridique est protégée. Et avec elle, la prévisibilité de la norme. Le justiciable doit pouvoir s'appuyer sur des règles prévisibles. C'est cette sécurité que vous lui assurez, en déclarant irrecevable le moyen qui critique votre doctrine, y compris en cas de changement de norme. D'une part, parce que la sanction consacrée de longue date est elle-même attendue. Chacune des parties l'a nécessairement anticipée, et aucune ne peut donc s'étonner de son application. D'autre part, parce que cette sanction permet d'éviter, à ce stade du procès, la perturbation que peut causer un changement de norme, en l'occurrence un revirement de jurisprudence. Certes, le principe de sécurité juridique ne jette pas sur cette dernière le regard de la Gorgone. Il ne confère pas au justiciable un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette solution est régulièrement rappelée par votre Cour, comme par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il leur confère le droit de ne pas subir un revirement de jurisprudence brutal. Brutal en particulier par sa rétroactivité, lorsqu'elle déjoue les prévisions, lorsqu'elle perturbe les instances. Or, l'évolution de notre droit sur ce point ne peut être ignorée. 1929 déjà, le doyen Roubier se pose la question de savoir s'il ne serait pas possible de prévoir et de régler les conflits entre les jurisprudences successives. 2004, le rapport Molfessis, remis au président Canivet, affirme la nécessité d'un droit transitoire des revirements de jurisprudence. La même année, vous rendez le premier arrêt consacrant la technique du revirement prospectif. Et à l'unisson, le Conseil d'État consacre dans un arrêt AC la modulation dans le temps des effets d'une annulation contentieuse. 2012, enfin, le Constituant reconnaît au Conseil constitutionnel un pouvoir de modulation des effets d'une décision d'inconstitutionnalité dans le cadre d'une QPC. Voilà le sens dans lequel progresse notre droit, celui de l'atténuation des effets néfastes attachés à la rétroactivité des solutions nouvelles. Or, si, comme on vous le demande, vous renoncez à l'irrecevabilité du moyen pour tenir compte du revirement de jurisprudence intervenu, c'est dans un sens contraire que vous vous engagez. Car vous acceptez alors que la solution nouvelle puisse s'appliquer non seulement à une situation passée, mais à une instance en cours, devant votre juridiction. Cela, même une loi ne le pourrait pas, en l'absence d'un motif d'intérêt général ou de considération d'ordre public impérieux. Maintenir la sanction du moyen contraire à votre doctrine, c'est se prémunir de ces effets nocifs-là. C'est assurer aux justiciables la sécurité à laquelle ils ont droit. Une sécurité juridique, mais également temporelle. Le temps respecté. En toute chose, il faut considérer la fin. Cet aphorisme de La Fontaine sied parfaitement au procès. Car un procès, cela doit finir. Et le recours en cassation, qui doit demeurer un recours extraordinaire, ne saurait être instrumentalisé pour qu'il ne s'arrête jamais. Vous avez à cet égard pris le parti clair de taire les débats lorsque la juridiction de renvoi se conforme à votre doctrine, quel que soit le changement de norme qui peut intervenir. Ce choix est le bon, à un double titre. Bon, car on ne peut pas laisser les justiciables, et la justice avec eux, s'enliser dans un procès, en raison de changements de normes qui, soyons lucides, n'ont pas la qualité d'être rares. Combien de réformes de la procédure d'appel? Combien de textes et de décisions nouvelles en matière de garde à vue? Combien d'évolutions sur la question de la gestation pour autrui? Le risque que vous ayez à l'avenir à rejuger plusieurs fois la même affaire n'a rien de théorique. Ce choix est bon également parce qu'il répond à l'objectif majeur de réduction du délai de traitement des dossiers que vous vous êtes assigné. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et donc dans l'intérêt des justiciables.
Or, ouvrir la porte à de nouveaux pourvois n'est sans doute pas le moyen le plus indiqué pour y parvenir. La sanction de l'irrecevabilité, qui dispense d'examiner le moyen au fond, participe, elle, de cette célérité. Elle mérite à cet égard encore d'être conservée. En définitive, la sécurité due au justiciable, qu'elle soit juridique ou temporelle, commande le maintien de votre solution traditionnelle, et l'exigence de cohérence qui pèse sur votre juridiction doit vous conduire à la même conclusion. Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, à l'examen du pourvoi, il vous appartiendra de ne pas succomber à l'appel qui vous est lancé, de laisser entrer ici les âmes versatiles, car comme du bellay sinon, vous nourririez bien des regrets. Vous déclarerez le moyen irrecevable. Je vous remercie.